Bonjour à tous et bienvenue pour la revue d'actualité de l'OSIR qui démarre comme chaque fois par les vulnérabilités Microsoft. Donc pas mal de bulletins ce mois-ci, en particulier du fait que le mois dernier, le mois précédent a été décalé. Donc vulnérabilité Internet Explorer et Edge comme chaque mois, avec quand même 32 vulnérabilités sur Edge, ce qui est plutôt pas mal, et 5 vulnérabilités communes entre donc les deux navigateurs de Microsoft. Il n'y a pas de vulnérabilité particulièrement intéressante, donc je passe rapidement. Vulnérabilité sur l'hyperviseur de Microsoft. L'intérêt, c'est qu'il y a quand même une des vulnérabilités qui permet de faire de l'évasion de machines virtuelles. On y reviendra tout à l'heure sur les autres, parce que ce mois-ci, tout le monde souffre de vulnérabilités permettant de sortir des machines virtuelles. Bon, une vulnérabilité sur la librairie PDF de Windows qui permet de lire les PDF dans le navigateur, donc qui aboutit à une exécution de code. C'est un petit peu dommage pour une librairie qui est censée empêcher l'exécution de code avec les lecteurs classiques type Adobe. Vulnérabilité Samba, donc différentes exécutions de code. Je crois qu'une des vulnérabilités correspond au leak des outils de la CIA. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'elle est dans ce bulletin. Ça aussi c'est intéressant, des vulnérabilités sur Uniscribe, je sais pas, qui est un outil qui permet de gérer l'affichage des polices de caractères, en particulier celles qui ne sont pas des polices latines. Et donc là, comme sur les librairies de traitement des polices de caractères, on a un certain nombre de corruptions de mémoire qui aboutissent à de l'exécution de code, avec bien sûr code d'exploitation à la clé publique, et toute une ribambelle de codes d'exploitation qui ont été publiés donc, sur le repository de Google Project Zero, et toutes les vulnérabilités ont été découvertes par Mathusz Jurzik de Google Project Zero. Des vulnérabilités noyaux, avec une en particulier assez intéressante qui concerne DeviceGuard, et j'y reviendrai sur le slide d'après, et des vulnérabilités sur la couche vidéo de Windows. Concernant DeviceGuard, donc DeviceGuard c'est une protection qui est arrivée avec Windows 10, pas 8, juste 10 je crois, et qui permet d'empêcher l'exécution de code non signé. Donc que ce soit un exécutable ou un script, il doit être signé pour être exécuté. Et la particularité... Ouais, juste la particularité, enfin ça pouvait déjà se faire avant, notamment avec AppLocker. Simplement avec DeviceGuard, là ça se fait dans une VM séparée. Donc c'est-à-dire qu'il y a un environnement non sécurisé qui est là où l'utilise, enfin avec un noyau Windows standard et tout, et toutes les opérations de vérification de signature et d'intégrité, elles se font dans une autre VM isolée. Donc c'est quand même pour garantir un niveau de sécurité très élevé, effectivement ça a été introduit avec Windows 10. Et alors pour signer un script, donc on génère la signature, et après c'est juste du base 64 qui est copié comme un commentaire au début ou à la fin du script. Et donc en fait, c'est William, j'ai oublié son nom, Enigma. Ouais, je crois que son nom est marqué là. Non, c'est Matt Nelson, donc un des co-auteurs du framework d'exploitation Empire, qui a découvert cette vulnérabilité, et en gros il s'est demandé comment est-ce que ça marche, la signature de script, et il s'est rendu compte que si on prenait la signature d'un script signé, qu'on la collait dans un script non signé, et qu'on l'exécutait, là ça marchait. Génial. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc là vous avez une capture de la rétro-ingénierie de la librairie qui s'occupe de cette vérification. Donc il y a un appel à une fonction qui permet de vérifier la signature, et la variable qui prend le retour, qui dit en gros non c'est pas signé, juste après est réécrasée, ce qui fait que la valeur de retour c'est pas signé n'est jamais à la valeur c'est pas signé, et lorsqu'elle est vérifiée, c'est considéré comme signé. Et c'est pour ça que ça contourne la signature, donc je me demande quel est le code source qui a pu obtenir un tel contournement. C'est vraiment bizarre, mais ça permet en fait de... C'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Je vais te donner un exemple. C'est pas une backdoor, c'est une fonctionnalité. Un driver avec du kernel mode signing avec un certificat expiré, ça continue de charger. Oui, mais ça c'est normal, ça, ils l'ont expliqué. C'est parce que le jour où tu arrives à la date de fin de validité du certificat, si jamais tu bloques, tu plantes la plupart des serveurs. Donc ça a été un choix de concept de Microsoft. Par contre là... Oui, c'est ça, oui. C'est comme le random Debian qui retournait toujours ça. Microsoft qui a publié une réponse officielle sur le sujet qui explique que c'est des erreurs de compilation au niveau de son compilateur. C'est le compilateur qui aurait amélioré, qui aurait tué le code pour donner ça. Ah, ça fait peur en fait. Je n'ai pas vu avec leur analyse statique et compagnie. Après, ce qui reste écho, mais c'est peut-être une future. Ok. C'est intéressant, merci, je le rajouterai. Ensuite, mon classique, des vulnérabilités d'exécution de code dans les fichiers Office à l'ouverture.
Ça c'est intéressant, vulnérabilité sur Exchange. Alors c'est pas vraiment une exécution de code, c'est plus une élévation de privilège, ce qu'ils appellent élévation de privilège local, c'est-à-dire injection de script. Mais c'est intéressant avec Office 365, Azure AD, les vulnérabilités vraiment remote comme ça peuvent être intéressantes sur ce type de service. Celle concernant Office aussi, celle qui touche RTF. On en parle après. C'est ce week-end, elle fait le buzz. Oui. On en parle après. Ouais. Mais c'est pas dans les bulletins, parce qu'elle n'est pas encore corrigée. Vulnérabilité d'injection JavaScript sur 2IS, bon voilà, et des vulnérabilités sur le noyau. Énormément de vulnérabilités découvertes par Google Project Zero ce mois-ci, enfin ces derniers mois. Là encore, rien de particulier. Puis de vulnérabilité sur Windows DVD Maker, mais bon. Bon. Direct Show, bon, rien de spécial. Et une vulnérabilité sur le parseur XML, bon, c'est pas méchant non plus. Et Flash Player, quelques vulnérabilités également. Toujours pas d'advisories, ça fait 3-4 mois qu'on n'a plus d'advisories chez Microsoft, donc je sais pas s'il y a un changement particulier, mais... Sur la délégation de contraintes Kerberos, donc simplement pour rappel, hein, ça permet à... c'est un peu compliqué. La délégation Kerberos, ça permet à un service de s'authentifier à la place de l'utilisateur, grosso modo. Et il y avait une première version jusqu'à Windows 2000, je crois, qui disait quand on délègue des droits à un service, on peut faire ce qu'il veut. Après, a été introduite la délégation contrainte qui dit bah, c'est seulement un certain nombre... Enfin, le service peut se faire passer pour un certain nombre d'utilisateurs sur un certain nombre de services cibles. Ça, c'était une nouvelle limitation pour sécuriser un peu. Le problème, c'est que récemment, quelqu'un s'est rendu compte que... Alors, c'est pas une vulnérabilité, là aussi, c'est l'implémentation, mais à ma connaissance, personne n'avait jamais documenté et exploité ce mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement de Kerberos fait que le secret qui est utilisé pour le chiffrement du ticket de service, donc le TGS, c'est le condensat du mot de passe. Donc si vous avez plusieurs services cibles, plusieurs SPN qui sont lancés par le même utilisateur, ben, si vous faites une délégation contrainte sur le service A, ben, si le service B et C ils sont lancés par le même utilisateur, ce qui apparemment dans des services IT se fait assez souvent, on a tendance à pas forcément créer un utilisateur à la fois, ben, on va pouvoir abuser de cette délégation pour s'authentifier sur différents services. Et donc autant usurper l'identité de quelqu'un sur une application web, c'est pas forcément majeur, mais si c'est sur un service de type LDAP ou SMB où après on va pouvoir faire de l'exécution de code, là ça l'est beaucoup plus. Donc ça c'était assez intéressant, c'est le lien qui est là, qui l'explique en détail, hein, le dernier, celui sur Core Security. Et sinon la plaquette ASI, il y a un ensemble, enfin, comment dirais-je, un petit framework qui s'appelle Mystic en PowerShell qui permet facilement d'exploiter, enfin, d'identifier quels sont les utilisateurs qui ont le pouvoir de délégation Kerberos et qui permet aussi facilement d'exploiter ces services. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, je le ferai bientôt, mais en tout cas ça simplifie un peu ce type d'action pour élever ses privilèges. Bon, et le deuxième, c'est ce dont tu parlais justement avant, c'est l'attaque dans la nature actuellement sur une vulnérabilité donc 0day sur Office. Alors je crois que c'est un RTF renommé en .doc qui exploite une exécution de code dans Office et ça marche même dans Office 2016. Et ce qui est rigolo, c'est que ça va télécharger un HTA, donc HTML Application, c'est le format de fichier dont essaie de se débarrasser Microsoft depuis un moment, qui permet d'exécuter du code et donc à partir de là, il y a vraiment compromission après la récupération du HTA. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on ne peut pas faire grand chose parce qu'il n'y a pas besoin d'activer les macros, je crois. Sur ce... Ah oui, non, c'est vraiment une vulnérabilité d'exécution de code, donc c'est j'ouvre le document, exécution de code. Je crois qu'en plus, ça ferme le document et ça réouvre un autre document pour faire croire qu'il n'y a pas eu de problème et que le document a véritablement été visualisé. Il y a un contournement qui a été suggéré, c'est d'associer le handler par défaut du fichier HTA à Notepad pour faire en sorte que le code soit oui, c'est pas ouvert ouvert dans une application et l'autre côté. Ça fait vraiment bricolage comme solution. Non, mais ça fonctionne. Ça va marcher, oui. Ouais. Moi j'ai jamais vu une seule utilisation légitime du format HTA. Non plus. Bah voilà. T'as pas sur le 3D des joueurs votifs. Autre information, donc Windows Vista, la fin de support c'est aujourd'hui. Donc apparemment il y a une légende urbaine qui dirait que Windows Vista est un système d'exploitation de Microsoft qui aurait existé et qui aurait été déployé quelque part, mais je ne sais pas où. Je connais de très grandes entreprises où ça a été déployé. Sérieux? Oui. Je crois que Windows Vista et Windows 8 ce sont les deux mêmes légendes urbaines de systèmes d'exploitation qui n'ont jamais existé. Justement Windows 8, les mises à jour, alors
Microsoft a changé le fonctionnement de ses mises à jour. Maintenant, les nouvelles mises à jour ne supporteront plus les nouveaux microprocesseurs Intel pour Windows 7 et Windows 8.1. C'est-à-dire que si vous avez un master aujourd'hui que vous déployez sur votre parc et que vous changez de PC là au courant de l'été, votre master, vous devrez le changer puisque les nouveaux CPU ne seront plus supportés par Windows 7 et les correctifs appliqués à Windows 7 et Windows 8. Donc il faudra évoluer vers Windows 10 ou Linux ou macOS. C'est un choix qui a été fortement critiqué, mais apparemment ce que dit Microsoft, c'est que Windows 7 c'est une vieille architecture qui a plus de 10 ans, ils n'ont pas envie de s'embêter à réadapter le code pour l'architecture de ce système, qui est en fin de vie en 2020 je crois. Alors on en parlait tout à l'heure, les évasions de machines virtuelles. Je passe juste sur ces deux-là, ces trois-là. Donc Hyper-V, Xen, VMware, vulnérabilité d'exécution de code et d'évasion de la machine virtuelle qui permet d'exécuter du code sur l'hyperviseur. Celle de VMware a été, pas découverte, mais a été connue lors de la compétition Pwn to Own, donc qui est la compétition d'exploitation de vulnérabilité en marge de la conférence CanSec West. Donc Hyper-V, on en a parlé juste avant, et Xen, même chose, évasion de la machine virtuelle. Le propos là, c'est de dire que voilà, les évasions de machines virtuelles, ça existe. Il y en a à peu près 2 par an de publiés sur chaque hyperviseur, mais donc ça existe. Ouais, c'est quand même assez décevant, hein, parce qu'on achète ça pour que ça ne s'échappe pas. Ah bon, je croyais que c'était pour rationaliser les ressources. Non, moi c'est pour de la sécurité, je mets une appli par machine. Bon, le dernier, c'est pour rigoler, c'est TCP Dump, 42 vulnérabilités corrigées le mois dernier. C'est assez conséquent. Ensuite, Apache Struts, ça a fait pas mal de bruit parce que c'est une exécution de code à distance sur un des composants qui gère, je crois que c'est le type de contenu et la langue du contenu, je crois. Le côté intéressant de la vulnérabilité, c'est qu'elle est wormable, c'est-à-dire qu'on peut affecter un serveur qui lui-même après va s'auto-répliquer et attaquer d'autres serveurs. Typo 3, la vulnérabilité est aussi assez intéressante, c'est sur une injection SQL sur un paramètre basique qui est la gestion de l'ordre d'affichage d'éléments d'une recherche. Et pour contourner les filtres, un des contournements par exemple, ça a été de renommer une fonction en mettant la première lettre en minuscule et ça contournait les filtres. C'est un peu ridicule. C'est donc là, vous avez l'injection. C'est ce qui a été présenté à l'afterwork de l'OCIR, pour ceux qui étaient là. Il n'y avait pas tellement de monde. Et du coup, ils l'ont présenté avant qu'elle soit publiée. C'est ça qui était sympa. Oui, j'avais pas le droit de publier les slides. Ouais. Bon, laisse-le. Non, rien de spécial. Hein. Le gestionnaire de mots de passe, là encore, hein, dès qu'on commence à regarder un peu, il y a quand même un certain nombre de vulnérabilités. Le deuxième est intéressant pour voir un peu, c'est une équipe qui a remonté une vingtaine, je crois, de vulnérabilités dans les gestionnaires de mots de passe. On voit que c'est fréquemment les mêmes erreurs qui sont commises. Bon, les deux derniers, on passe. Ouais. Bon, sur le premier, hein, donc c'est un NAS qui s'appelle MyCloud, qui est fait normalement pour vous permettre d'avoir un fonctionnement de type cloud sans avoir à mettre vos données chez quelqu'un d'autre. Il se trouve que finalement ça s'exploite relativement facilement. Pour ça que je marquais à l'ancienne, hein, c'est dans un argument d'une requête web, on met un point virgule et une commande système et ça marche. Donc voilà, ça marche encore en 2017. Et c'est à peu près la même chose, vous avez tous les détails dans l'article de blog sur les NAS Synology, où une personne a exploité l'application photo et donc arrive à s'authentifier, enfin à contourner l'authentification, à exécuter du code et à prendre le contrôle du NAS à distance, donc sans authentification. Les failles ont été corrigées, mais bon, en gros, la morale de l'histoire, c'est quand vous avez un NAS de ce type-là, Synology, Western Digital ou autre, ne l'exposez jamais sur Internet. En fait, ça sert à ça quand même. Hein. Oui, après, c'est à vos risques et périls, hein, mais bon, voilà. Il faut quand même parler de l'exécution de code dans les firmware Wi-Fi Broadcom. Donc on en a d'abord parlé comme étant une vulnérabilité Apple iPhone. En fait, c'est pas les seuls qui sont impactés. Et le problème, c'est que là, ça passe outre les mesures de sécurité du système d'exploitation, hein, vu que c'est directement dans le firmware Wi-Fi. Et du coup, il suffit d'être à proximité d'un point d'accès malveillant. Et je crois de se connecter dessus, mais je suis pas persuadé. C'est juste en étant à proximité. Ouais. Donc là, on peut pas faire grand chose pour se protéger. Il y a la même chose, on en parlera tout à l'heure avec le baseband on en parlera tout à l'heure. Et là aussi, donc vulnérabilité sur les switches Cisco Catalyst 2960 de mémoire.
non, c'est pas marqué. Où en gros, ça c'est une exécution de code à distance sur le telnet pré-authentification. C'est-à-dire que vous avez un port telnet ouvert sur un switch Cisco, vous pouvez vous authentifier, enfin vous exécuter du code sur le switch. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, on en parlant tout à l'heure, donc il y a eu un leak de tous les outils et l'intranet de la CIA. Et il y avait juste un article qui disait il existe une vulnérabilité sur ces switches-là d'exécution de code avant authentification. Et un chercheur s'est amusé juste à partir de ça d'essayer de retrouver la vulnérabilité et à retrouver la vulnérabilité et à coder l'outil pour exploiter la vulnérabilité. Il l'a publié sur GitHub. Et donc vous avez un exploit. Donc, normalement, c'est corrigé par Cisco et je vous recommande fortement déjà de ne pas exposer du telnet sur des réseaux non sécurisés, voire de le désactiver, et puis de patcher le plus rapidement possible. Personne ne met à jour ses switches. Ouais. Bah justement, baseband Huawei. Donc sur la couche GSM, donc là ça concerne plusieurs millions de terminaux mobiles. Et en fait, un cœur, c'est un VxWorks avec dessus un interpréteur de commande, donc C-Shell, donc CSH. On peut prendre la main dessus à distance, exécuter, démarrer des services. C'est quand même assez limité de ce qu'a l'air de dire le chercheur qui a trouvé la chose, mais ça permet quand même de faire pas mal d'exécution de code sur le baseband. Le point, c'est que ça ne concerne pas que des smartphones, on a aussi ça sur des ordinateurs portables, parce que dans la plupart des ordinateurs, il y a une petite carte GSM et aussi un certain nombre d'éléments, d'objets connectés. Bon, les antivirus. Ouais. Alors, faut quand même, juste sur le premier, donc c'est F-Secure, donc il y a un éditeur d'antivirus et qui a également un petit logiciel qui vous permet de vous avertir quand vous avez des logiciels qui sont plus à jour ou quand il y a des mises à jour de disponibles. Et en fait, c'est pas vraiment une vulnérabilité, me semble-t-il, dans le logiciel F-Secure. C'est simplement que quand un éditeur de logiciel distribue que via HTTP son logiciel, le logiciel vous dit voulez-vous faire la mise à jour et ça la télécharge en HTTP. Voilà. Malheureusement, soit ils deviennent tiers de confiance en téléchargeant toutes les applications et en les mettant à disposition via un canal chiffré, mais si le développeur ne le fait pas au départ, c'est un peu compliqué. Reset. Ouais. Et encore une fois, dans le leak de l'intranet de la CIA, vous avez un certain nombre de contournements des différents antivirus comme Komodo, Avira. Ah, ça c'est très intéressant, une XSS dans Google Maps. Donc Google Maps utilise un truc qui s'appelle Protobuf, qui n'est pas du tout documenté. Et le chercheur s'est amusé à faire la rétroconception complète du processus de sérialisation de Google, donc de sa manière de transformer les images, les zooms, etc. Et a réussi donc à réaliser une XSS, et je ne sais plus combien il a gagné, quelques milliers d'euros. 5000 apparemment, d'après l'URL. Ouais, 5000 $. C'est pas mal. Le deuxième, c'est assez rigolo, c'est donc la Nintendo Switch, qui est la nouvelle console de Nintendo, qui est en rupture de stock partout, n'a pas de navigateur web. Mais quand vous accédez à un Wi-Fi, quel qu'il soit, il y a quand même une requête qui est émise pour essayer de trouver un portail captif. Et en fait, il y a un navigateur web caché qui est WebKit, sauf que c'est un vieux WebKit, et donc qui est faillible à la CVE 2016-4657, qui est la même vulnérabilité qui avait été utilisée par NSO Group, qui avait ciblé un Émirati qui défendait les droits de l'homme. Donc le gouvernement avait payé cette entreprise pour essayer de le compromettre. Et c'était une exécution de code dans le navigateur Safari de iOS, et donc la même vulnérabilité est présente sur le navigateur des Switch. Donc en fait, le chercheur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré la vulnérabilité, il a adapté le code source, et en créant un portail captif bien formé exploitant la vulnérabilité, il a connecté sa Switch dessus, et il arrive à une exécution de code, et pour l'instant que du déni de service. Mais l'exécution de code n'est pas loin. Et je pense que ça va beaucoup aider pour le jailbreak de la console, récupérer son firmware, etc. Cloudbleed. Alors, encore une vulnérabilité découverte par les gens de Google Zero, un Project Zero. Donc là, c'est Tavis Ormandy. C'est un dépassement de tampon au niveau donc, des serveurs Edge de Cloudflare. En fait, c'est quand certains tags ne sont pas fermés, ça va récupérer le contenu de la mémoire qui se trouve après et vous l'affichez. Donc en fait, vous pouvez récupérer par cette méthode des mots de passe, des cookies de session, plein d'éléments comme ça.
Et c'est en activité. Alors c'est leur parseur qui s'appelle Ragel, qui est en activité depuis septembre dernier. Donc potentiellement, si la vulnérabilité était connue avant, quelqu'un a pu récupérer des dizaines de milliers, de millions de mots de passe. Après, il n'y a aucune preuve que quelqu'un l'ait fait, mais potentiellement, il vaut mieux changer ses mots de passe. Ce qui est intéressant, c'est quand même Cloudflare a réagi en 47 minutes une fois qu'ils ont été avertis, ce qui est plutôt un record. Donc ils ont tout de suite désactivé le service en question, et ensuite ont corrigé en quelques heures la problématique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sur les serveurs Edge qui reçoivent le trafic des utilisateurs, chaque processus a une fonctionnalité en particulier. Vous l'avez pas français, c'est pas français cette phrase. Chaque processus a une fonctionnalité en particulier. Donc il y a un processus pour le chiffrement SSL, un processus pour le traitement du contenu HTML. Donc c'est vraiment ce processus. Et donc la récupération des données n'était limitée qu'à la mémoire de ce processus. Donc il n'y avait pas possibilité de récupérer les clés, par exemple SSL, enfin les clés qui permettaient de faire le chiffrement SSL, puisque ce n'était pas le même processus. Ouais, bon, sur le premier, c'est quelque chose qui avait déjà été prouvé. Donc c'est comment on arrive à faire communiquer deux machines virtuelles qui sont exécutées sur le même hyperviseur sans qu'elles aient de connexion réseau. C'est basé sur le cache qu'il y a dans les processeurs, et comment en faisant des attaques, en mesurant le temps de réponse à une certaine requête, on arrive à créer un canal de communication entre deux VM. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont appliqué sur Amazon, donc sur un vrai service cloud, et non pas sur des machines de test où il n'y avait que deux VM qui faisaient que ça. Donc ça marche en vrai. Donc il faut savoir que si vous pensez isoler deux machines virtuelles parce qu'il n'y a pas de communication réseau qui sont autorisées, si elles sont exécutées par le même hyperviseur, il y a quand même des moyens qui existent pour qu'elles communiquent. Pour le deuxième, je l'ai mis parce que moi je suis un fanboy d'Emmet, qui est un outil de durcissement gratuit fourni par Microsoft. Et qui est en fin de vie. Qui malheureusement va être arrêté par Microsoft. Mais j'ai reçu récemment un questionnaire de Microsoft, à savoir pourquoi est-ce que c'était pas bien d'arrêter Emmet. Donc je me suis permis de leur répondre. J'espère qu'ils vont continuer le produit. Donc Emmet, ça permet de durcir les applications qui n'implémentent pas toutes les sécurités des OS modernes. Ça permet d'ajouter donc la randomisation de la mémoire, l'anti-ROP, etc. Donc c'est vraiment très, très intéressant, sauf que donc là il y a un certain nombre de contournements de Emmet qui ont été publiés publiquement. J'ai même trouvé à la Black Hat des formations pour contourner Emmet. Donc j'espère qu'une version 5.53 sortira pour corriger toutes ces problématiques. Vu ce qui est dit, ça me paraît ça va être compliqué, mais j'espère qu'ils vont quand même sortir quelque chose. Ce qui est dommage, c'est que même avec Windows 10, si j'ai une application pourrie qui n'implémente pas, qui n'est pas compilée comme il faut, donc avec les bonnes options, je ne bénéficierai pas de toutes les options de sécurité de Windows 10 ou de serveur 2016 par exemple, d'où l'intérêt de ce type d'outil. Gratuit, pilotable par GPO, avec une doc de l'ANSI expliquant comment il faut le configurer, enfin c'est vraiment un super outil. Attaquer un smartphone à partir des écouteurs, c'est assez rigolo pour qu'on le mentionne brièvement. C'est simplement que sur un certain nombre de devices, quand vous avez un port jack qui sert à brancher des écouteurs et un micro, ça arrive que ça sert également comme port UART, donc un port série. Et il se trouve que sur la tablette Nexus 9, il y avait un défaut de sécurisation. Alors c'est assez complexe, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui a permis, grosso modo, de router la machine à partir de ce port série. Sachant que c'est pas forcément grave d'avoir un port série sur sa prise écouteur, hein, c'est juste que quand il est mal sécurisé, pas bien. Il y a à peu près la même chose avec Windows 10, où je crois que c'est James Forshore, non je sais plus. Je crois que c'est lui, mais je suis pas sûr. Pour moi c'est une personne de Google Zero qui a réussi donc, à exécuter du code en mode noyau sur Windows 10 à partir d'un port série. Bon alors après il faut avoir un port série, hein, avec du WinDBG et un port série. Ouais, alors il faut savoir que quand même à partir sur de l'USB... USB 3. Sur de l'USB 3, 3 ou C. Je sais pas, mais tu peux avoir un port de débugage qui est activé sur l'USB. Ouais. Mais qui est désactivé par défaut normalement. Sauf sur certains modèles, mais ouais, sinon il faut l'activer explicitement dans le BIOS, enfin dans l'UEFI. Ouais. Bon, ça c'est juste pour démontrer un petit truc assez intéressant, c'est un abus du mode plein écran. Moi j'utilise jamais le mode plein écran, je sais pas qui l'utilise dans les navigateurs, mais en fait il y a certains sites qui font une usurpation, qui recréent la barre de l'URL. Et donc qui vous donne l'impression que vous êtes sur le site de Microsoft et après qui affiche une pop-up en disant attention, je suis Microsoft, nous avons détecté que votre ordinateur est compromis, il faut cliquer ici et installer un faux véritable antivirus selon le site, mais donc un faux antivirus qui en fait est un malware. Voilà.
Ah, le domain fronting, on en avait parlé en février. C'est une technique qui consiste à donner l'impression qu'on va sur un site web en HTTPS et en fait de préciser un autre hostname dans la vraie requête. Et ça permet sur principalement des CDN de donner l'impression qu'on va sur un site et en fait on va sur un autre site. C'est-à-dire que la partie SSL est montée avec les fronts, enfin les edges du CDN. S'il y a un proxy au milieu, le proxy a l'impression que vous allez sur le site A, mais en fait dans votre hostname, vous précisez un site B, et comme ce sont les mêmes serveurs qui hébergent des sites A, B, C, D, E, F, bah, vous donnez l'impression que vous allez sur A, et en fait vous allez réellement sur B. Voici si j'ai été clair. Ça permet de contourner les proxys, des choses comme ça. Et ça a été utilisé par des vrais criminels, enfin là c'est plutôt agence gouvernementale, pour faire croire qu'ils allaient sur un service Google. En fait, c'est sur le cloud Google, vous avez à la fois les services Google et à la fois les services que vous payez sur le... Notamment les services type AppSpot, qui permettent d'exécuter du code. Donc si on veut faire exécuter son contrôle commande sur AppSpot, on peut, dans les requêtes SSL, préciser google.com le moteur Google, comme host. Et en fait, on va sur son propre site qui est sur AppPost, et après, on peut... Là, ça tunnelisait vers Tor. Donc ça permet de contourner les proxys, parce que bloquer Google, c'est compliqué dans une entreprise. Oui. Sachant qu'il n'y a pas que Google, hein, il peut y avoir tout ce qui est utilisé, comme tu le disais, par les CDN, donc Cloudflare, Akamai, Amazon aussi. Ouais. Alors, je me souviens plus de celle. Ah oui, si, j'ai vu ça, apparemment, depuis 2014, ce seraient les Chinois, faut bien faire de l'attribution, qui perpétraient une grande campagne de piratage, non plus des entreprises, mais des clouds dans lesquels les entreprises sous-traitent leur infrastructure, parce que finalement c'est plus intéressant de cibler une entreprise qui a les serveurs de plein de clients, moins d'efforts et plus de résultats. Donc il y a un certain nombre d'hébergeurs de cloud, alors je ne sais pas les hébergeurs type Akamai, etc., c'est AWS, c'est vraiment des petits ou moyens hébergeurs qui ont été ciblés, et apparemment le succès était plutôt à la clé. Le deuxième, c'est assez rigolo, c'est il y a 2 ans, je crois, 2015. Il y a les serveurs de OVH qui ont été compromis, il y a eu une com sur le sujet, on en a parlé à l'OCIR. Et les serveurs devaient être décommissionnés, en fait, ils ont été oubliés. Et donc le piratage aurait repris récemment par ces serveurs. Bon, ça date de tout à l'heure. Une personne de l'OCIR a reçu un mail d'Arty lui demandant de changer son mot de passe. Apparemment, ce serait lié à un piratage raté, selon Darty. Mais par mesure de précaution, Darty fait une communication pour demander aux utilisateurs de changer les mots de passe. Bon, ça c'est un rançon logiciel un peu particulier qui, comme rançon, vous demande de jouer à un jeu vidéo, qui est un vieux jeu vidéo japonais en plus, enfin je crois que la société n'existe même plus. Vous devez jouer au jeu vidéo sur le PC compromis, atteindre un certain score, et seulement si vous atteignez ce score-là, alors le rançon logiciel déchiffre vos fichiers. C'est un peu... C'est pour obliger les gens à jouer. En plus, c'est un jeu gratuit. Hein, l'éditeur a dit qu'il n'avait aucun lien avec le rançon logiciel. Bah si, quand même, ça oblige les gens à jouer et après ils achètent le logiciel. Mais il est gratuit le jeu. Ah, mais l'éditeur du jeu, il le vend pas? Non. Il y a vraiment des maboules. Bon, le deuxième, c'est particulier. Apparemment, Verizon est accusé par le FF d'avoir préinstallé une espèce d'outil de collecte, une grosse backdoor en fait sur ses téléphones. Et Verizon a répondu en fait que c'était que sur un seul modèle de téléphone et qu'en plus il fallait que l'utilisateur valide l'exécution de l'application. Donc bon, c'est un peu tendancieux, mais on y reviendra sur la partie juridique par rapport aux opérateurs américains. Et le dernier, c'est la démonstration d'un rançon logiciel UEFI. L'UEFI, c'est très à la mode en ce moment pour la compromission d'ordinateurs. Surtout que ce qui est intéressant là, c'est qu'on part juste d'un document Word avec une macro, et à partir de là, élévation de privilèges, on arrive jusqu'à une compromission de l'UEFI et une persistance à ce niveau-là, ce qui est plutôt intéressant. Donc on revient au virus de BIOS de quand j'étais adolescent, où ça compromettait le BIOS. Là, c'est la même chose, mais avec l'UEFI. Alors, sur la partie SCADA, le premier, bon, assez étrange mais assez rigolo pour le signaler, il y a des gens qui se sont dit, tiens, comment on fait si on veut communiquer avec des PC qui sont air-gappés, hein, comme on dit, qui ne sont pas connectés à un réseau. Et il s'est rendu compte que souvent, dans des bureaux, il y avait une chose qui était connectée, c'était la clim. Et du coup, en faisant varier la température de la climatisation des pièces, ils arrivaient à envoyer
très peu d'informations, de l'ordre de 40 bits par heure, mais qui suffisaient à lancer des actions sur les PC. Donc voilà, ils utilisent la température de la pièce comme canal auxiliaire. C'est assez rigolo pour être signalé. Sinon, plus sérieusement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, mais moi, je pense que tu peux faire beaucoup mieux. Parce que l'immense majorité des clims que je connais sont bruyantes. Au moins quand tu les mets en route et que tu les arrêtes. Oui. Et donc en jouant sur volume des sonore. mises en route et des arrêts avec des espaces de temps changeants, tu dois pouvoir avoir un canal de communication bien meilleur C'est vrai. avec les PC. C'est intéressant. C'est vrai. Ensuite, donc oui, à Dallas, aux États-Unis, donc c'est dans un couloir où il y a souvent des tornades. Pour éviter qu'il y ait trop de morts, ils ont installé un système de sirènes. Donc je crois qu'il y a environ 140 sirènes dans toute la ville, sachant que le temps de détection n'est pas énorme, mais genre 5 minutes avant la tornade, ça sonne partout, tout le monde se met dans des abris ou au sous-sol. Et là, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans le système, ils ne savent pas exactement comment, et il les a toutes allumées en même temps. Ils n'arrivaient plus à les arrêter, donc ça a sonné pendant 1h30 je crois, sachant que c'est assez bruyant. Hein. Je crois, en plus. Ouais, c'est de l'ordre de 140 décibels à 50 mètres, donc c'est quand même... 3h du matin? Non, ça a duré 3 heures. Ah, ça a duré 3 heures, ouais. Donc voilà, donc c'est quand même assez embêtant. Donc ça, c'était vendredi dernier. Ouais, et ils ont dit que, soi-disant, c'était une intrusion physique qui aurait été nécessaire. En revanche, il y a des gens qui ont trouvé sur Internet des documents de la mairie qui expliquaient qu'en fait, ça pouvait s'actionner depuis Internet, le déclenchement de la sirène. Donc bon, c'est pas forcément ça. Ouais, j'ai Un rajouté. moteur chinois qui était retrouvé dans un avion. Ouais, j'ai rajouté pendant ce temps-là à Veracruz, enfin à Boulogne, à Billancourt. Au même moment, les alarmes des pompiers sont mises à sonner pour une raison inexpliquée pendant plus d'1 heure. Ça s'est entendu jusqu'à Meudon. Et apparemment, ce serait un dysfonctionnement. Aucun rapport, mais je trouvais ça rigolo de le citer quand même. Ouais. Et ensuite sur la partie Schneider, alors c'est pas vraiment une news, simplement il y a une publication qui a été faite, donc sur les nouveaux automates Schneider qui sont vendus aujourd'hui, on retrouve les mêmes types de failles que ceux d'il y a 5, 10 ou 15 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'authentification pour télécharger et uploader le code applicatif, donc ça c'est un peu embêtant, et il marque clé de chiffrement en dur impossible à changer, mais pour moi c'est pas vraiment une clé de chiffrement, hein, c'est simplement une séquence pour initialiser un upload de firmware, mais enfin, quand on voit, on peut pas considérer vraiment que c'est une clé de chiffrement, quoi. Attends, c'est long quand même. Oui c'est long, mais c'est le nom du logiciel, hein, sur machine basique. Voilà. Bon, après, il faut savoir où s'arrêter parce que c'est Soma. Ça c'est très intéressant, enfin, moi j'ai trouvé ça assez incroyable. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur un certain nombre de télés, notamment de ce qu'ils appellent des Smart TV, il y a un sous-standard de DVB-T, donc la télévision par TNT, qui s'appelle HBB-TV, qui peut demander au téléviseur de charger une URL. Je ne sais pas exactement pourquoi ça a été inventé. Bref, si on a un petit SDR et qu'on émet des signaux TNT, on peut forcer toutes les télés qui sont aux alentours à se connecter sur une URL. Et comme les télés sont pas toutes, enfin la majorité du temps sont pas mises à jour, on peut exploiter une vulnérabilité, donc soit via Flash, soit via une vulnérabilité JavaScript. Et du coup, les gens arrivaient à router la télé, sachant que maintenant sur les télés il y a un micro et une caméra, ça commence à être un peu embêtant. Et que donc là, c'était présenté à une conférence de sécurité, il me semble. Et c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait vu dans le leak de la NSA, qui en fait devait se brancher en USB pour uploader un nouveau firmware sur la télé. Là, ça se fait à distance, juste par des ondes télé. Donc, c'est quand même pas mal. On peut imaginer Mais un drone, émetteur TNT, ça se trouve sur eBay, ça? En fait, Non, c'est mais avec un pertinent. SDR, tu peux. Ah oui, d'accord. Donc, Tu prends un HRF, un hack RF à $150, ça tu suffit. le colles sur un drone et tu envoies ton drone. Exactement. Ah non, ça va pas durer assez longtemps. Oh. Non, il vaut mieux mettre l'émetteur TNT au-dessus ou en dessous. Ah oui, non, mais là tu te fais tout un quartier ou toute une ville. Moi, je voulais juste faire l'immeuble. Ah oui. Tu montes en haut de la tour Eiffel. Alors, autre piratage de télévision assez rigolo, donc c'était un chercheur en sécurité qui était à l'hôtel et qui s'ennuyait et qui regardait dans les menus de sa télévision et qui a vu qu'il y avait un menu qui permettait de renommer sa télévision. Et avec le clavier visuel de la télé, il s'est amusé à mettre apostrophe, au début il a mis apostrophe, sleep 5 apostrophe, et il s'est rendu compte que la télé frisait 5 secondes. Donc il s'est dit tiens, je vais essayer des commandes, et en fait,
le nom que vous mettez est passé en ligne de commande en tant que variable, et en fait apostrophe c'est le stockage d'une exécution de commande dans une variable. Donc en fait il s'est amusé à taper des commandes, et donc il peut faire un cat passe etc passe wd. Comme Netcat était aussi présent sur la télévision, ne me demandez pas pourquoi, il a lancé un Netcat et il s'est connecté sur la télévision, et donc il a pris le contrôle à distance de la télévision. Il a quand même bricolé pour se connecter en câble sur la télévision, mais il a pu comme ça prendre le contrôle de sa télévision. C'est pas très rassurant. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il explique pas à pas tout ce qu'il a fait, toutes les commandes qu'il a passées, combien de secondes, etc. Ouais, la démarche est assez rigolote. On peut passer les deux autres, je pense. Surtout qu'on a déjà parlé du dernier. Je me souviens plus de celle-là. Moi non plus, mais on en avait déjà parlé à la période de Noël sur des cas similaires. Hein, bon, c'est encore une peluche. C'est des jouets connectés. Écoute encore les conversations, qui encore les enregistre dans une base de données sur Internet, qui encore est accessible librement et qui encore a été piratée. Ça c'est intéressant, collision SHA-1. Donc Google et CWI Amsterdam ont décidé de s'attaquer à SHA-1 parce que ça fait un moment que SHA-1 est considéré comme affaibli, et voire même faible, et qu'il fallait l'abandonner. Donc ils ont décidé d'utiliser la capacité de calcul de Google pour gérer une collision sur SHA-1. Donc c'est Ange Albertini qui a été mandaté pour réaliser un fichier PDF pour générer la collision. Et en fait, donc on a deux fichiers PDF, un qui affiche bleu, un qui affiche rouge, et ils ont la même signature, enfin le même condensat SHA-1. Alors donc bien sûr c'est la puissance de Google, donc c'est sur un PC normal, je crois que c'est 6000 ans de calcul, mais ça prouve qu'une collision SHA-1, alors pas pré-image, c'est-à-dire que là c'est vraiment avec deux fichiers, on est capable de générer deux fichiers avec la même signature, mais on n'est pas aujourd'hui capable avec un condensat donné de générer un fichier. Donc en fait donc vous avez le contenu des deux fichiers ici. La particularité, c'est que les deux fichiers sont identiques, c'est pour ça que c'est Ange qui a été mandaté pour réaliser le fichier. La seule différence, c'est qu'il y a un endroit, donc vous ne le voyez pas, mais faites-moi confiance, que là j'ai entouré en jaune, qui indique le début de l'image. Donc en fait, dans les deux PDF, vous avez les deux images, la bleue et la rouge, sauf qu'à un moment, ça dit l'image, elle est là, et dans l'autre fichier, ça dit l'image, elle se trouve là. Donc finalement, il n'y a qu'un seul octet de différence entre les deux fichiers. Une des particularités aussi, c'est qu'il y a un IOC qui est SHA-1 is dead, qui permet de le détecter si potentiellement on réutilisait cette collision pour autre chose. Et de toute façon, Ange s'est assuré que la collision ne serait pas réutilisable pour un binaire en rajoutant un passage de ligne au tout début, je ne sais plus où, vers le début de l'entête, il y a un passage de ligne, ce qui fait qu'on ne peut pas réutiliser cette collision pour autre chose qu'un fichier PDF. Normalement. Normalement. C'est pour ça qu'après on arrive sur le slide suivant. Mais donc c'est la démonstration que SHA-1 est vraiment cassé, qu'il faut arrêter d'utiliser SHA-1 et passer à autre chose. Normalement, la plupart des navigateurs sont passés à autre chose aujourd'hui. Pour la signature de binaire, c'est la même chose. Après, pour les PKI internes, utiliser que en interne, bon, ça peut encore être toléré, mais voilà. Donc normalement, on ne peut pas réutiliser cette collision pour autre chose que ce PDF. Ce qu'en fait, un petit malin a réussi à réutiliser cette collision pour un exécutable sur BitTorrent. C'est-à-dire que sur BitTorrent, il est capable de publier un exécutable sain et de vous faire télécharger un exécutable malveillant. La technique, elle est très très maligne. En fait, sur BitTorrent, pour accélérer les téléchargements, vous avez un certain nombre, enfin le fichier est découpé en morceaux de 32 kilooctets, et chaque morceau, il y a un condensat qui est généré, et après, c'est vous regardez, vous récupérez morceau par morceau, pour vérifier si vous avez le bon morceau, vous calculez le condensat, et vous récupérez la liste des condensats, vous regardez condensat 1, est-ce que j'ai le même, etc. Lui, ce qu'il a fait, c'est donc il génère un exécutable assez gros. Le début, c'est du padding, il y a l'entête PE, après il y a du padding, et ensuite le début du morceau suivant, c'est le fichier PDF. Alors, il faut peut-être que j'explique. Je reviens sur le fichier PDF. En fait, la collision PDF, la collision SHA-1 est réalisée parce qu'en fait, au début, il y a des éléments, et après, c'est exactement la même chose. Il y a une collision parce que, je ne crois qu'on l'a dit sur nos limites sécu, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé deux blocs de collision. Un premier bloc qui permet en gros de générer un état intermédiaire sur l'algorithme SHA-1 qui permet de se rapprocher d'une collision. Par contre, je ne connais pas les détails. Et après, un second bloc qui a été calculé qui permet de faire converger le calcul et de générer la collision. Donc en fait, la collision est générée par deux blocs de 128 bits. Je sais, SHA-1 c'est
128, 160, 164, je sais plus. Oh, c'est ça. Ouais, mais les blocs dans SHA-1, je sais plus, c'est pas très grave. Et donc, ce qui fait que, quelle que soit la suite, la collision étant générée avant, quelle que soit la suite, le condensat final sera le même. Donc en fait, ce qu'a fait la personne, c'est il a mis le fichier PDF là, donc dans par exemple le premier exécutable, le sain, et dans l'exécutable malveillant, il a mis le deuxième PDF. Ce qui fait que toute la suite, en fait, je sais plus. En fait, donc, comme les deux fichiers sont différents, et malgré la différence, toute la suite sera quand même. Enfin, le condensat du total. C'est pas clair. Si, mais en fait. Donc en fait, ce qui fait que comme les parties. Ça chante le calcul final. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Le fait qu'il y ait le PDF, ça chante le calcul final, ce qui fait que à chaque fois, les morceaux, les condensats seront justes. Le shellcode, en fait, il est encrypté à un endroit, et ce qu'il fait, c'est simplement, il utilise par exemple, moi j'avais proposé d'utiliser juste la variable ici, mais il utilise une autre donnée, et juste en utilisant cette donnée, il est capable de savoir s'il est dans le fichier malveillant ou bienveillant, enfin sain, et en fait, s'il est dans le fichier bienveillant, il ne déchiffre pas le shellcode, s'il est dans le fichier malveillant, il déchiffre le shellcode et il l'exécute. Est-ce que c'était clair ? Bon, sur Twitter, je me suis amusé à faire un truc à peu près équivalent en faisant un exécutable avec deux noms, Evil et je sais plus quoi, qui regardait juste son nom. S'il s'appelait Evil, il exécutait un truc malveillant, et s'il s'appelait Good, il n'exécutait pas le truc malveillant. Bon, ça revient à peu près à la même chose, c'est utiliser une donnée qui se trouve à un endroit pour activer ou pas la charge malveillante. Donc c'est plutôt malin. Après, bon, le cas d'utilisation, c'est plus une démonstration qu'une utilisation concrète. Voilà. Mais c'est toujours intéressant. Crypto, alors ça c'est un papier assez intéressant réalisé par je ne sais plus qui d'ailleurs, sur 10 ans d'utilisation de Tor et les différentes attaques qui ont été réalisées sur Tor. En gros, il y a eu vraiment deux grandes familles d'attaques, principalement tous les nœuds avec les mêmes biclés, ce qui permettait de casser le chiffrement de Tor. Et le deuxième, c'est changer les exposants RSA, parce que l'exposant RSA de base dans Tor est 65 000, je ne sais plus combien. Et en fait, en le changeant, on peut affaiblir l'algorithme, et en créant plein de nœuds avec un exposant plus faible, on peut réussir à casser l'anonymisation de Tor. Autre point sur les algorithmes de condensat, donc c'est quelqu'un qui s'est amusé, et je vois que c'est pas du tout lisible, à faire un espèce de petit graphique de la durée de vie de chaque algorithme de condensat. Vous avez SHA-1 par exemple qui est ici, et donc fin de vie 2017. Aujourd'hui, donc il nous reste RIPE ND160 qui tient depuis apparemment pas mal de temps, puis SHA-2 et SHA-3, donc Ketchak. Ouais, alors ensuite sur la partie pentest, donc comme d'habitude, hein, quelques ressources. Le premier qui est assez intéressant, qui s'appelle WM Implant. Donc c'est un outil de post-exploitation en PowerShell qui est basé sur WMI pour lancer des commandes, stocker des données et également échanger avec le contrôle commande. Pourquoi c'est intéressant? Parce que en général, c'est des choses qui sont moins surveillées que de l'HTTP, du DNS, où là on a vraiment un filtrage et une supervision qui sont faites en entreprise. Et par ailleurs, WMI, ça peut quand même fonctionner même si le poste est protégé avec DeviceGuard, qu'on a présenté tout à l'heure. Donc même sur des machines très sécurisées, on pourrait utiliser ça pour lancer des commandes, ça contourne la protection. On peut également utiliser Dropbox comme contrôle commande. Donc là, il y a un bout de code qui est disponible, ça peut également être une solution. Parce que finalement, si l'entreprise utilise déjà Dropbox, ils seront sans doute moins surpris de voir un certain nombre de données qui sont échangées avec ce service cloud. Ça c'est pas mal. Google Docs c'est pas mal. Google Docs c'est bien aussi, si l'entreprise l'utilise et si... Enfin, ouais. L'Excel de Google Docs est pas mal. Ensuite, deux petits liens sur RDP, je vais parler que du premier qui est assez intéressant. Moi je connaissais pas, c'est une astuce. En fait, il y a un utilitaire Windows qui permet d'utiliser la session RDP de quelqu'un d'autre quand on est admin d'un serveur. Donc, par exemple, si on prend le contrôle d'un serveur sur lequel il y a plusieurs admins, qu'on a les droits système, on va pouvoir se connecter sur la session de n'importe qui sans connaître son mot de passe. Donc ça c'est quand même assez utile. Alors, et c'est assez discret. Que normalement, en tant qu'administrateur, on peut prendre la session de n'importe quel utilisateur, mais pas d'un autre admin. Si on connaît son mot de passe. T'es sûr que c'est un mot de passe? Ouais. Et là, en fait, par contre, si on est système, on n'a pas besoin de connaître le mot de passe. Ça. Alors qu'en système, on peut contourner cette protection. Exactement. Mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui existe et qui peut être intéressante là aussi en test d'intrusion. Suivant est un peu moins intéressant, c'est juste un petit recueil
Ensuite, Invoke the Hash. Bon, si vous connaissez CrapMapExec, donc c'est un logiciel en Python qui permet de faire de l'exécution de commandes via plusieurs techniques avec un mot de passe, un hash ou un ticket Kerberos. Là, on a à peu près la même chose en PowerShell. Donc là aussi, ça peut être intéressant si vous êtes en train de faire un pentest et que les machines cibles sont des machines Windows et qu'il n'y a pas Python d'installer. Ça arrive quand même fréquemment. Ensuite, un autre lien. Finalement, on parle souvent en pentest de machines Windows, il y a aussi souvent des machines Unix qui sont très utiles, qui ont des fonctions très particulières. Et comment faire pour les identifier? Là encore, elles sont souvent quand même... soit elles sont référencées dans l'Active Directory et elles ont un nom explicite, soit elles ne le sont pas, mais les gens qui se connectent dessus n'ont pas forcément un poste de travail Linux, ils peuvent avoir un poste de travail Windows. Et du coup, en essayant de regarder dans l'Active Directory qui a un processus qui s'appelle winscp petit.exe, on arrive à identifier les postes des administrateurs qui, eux, ont toujours un accès réseau vers ces machines. Donc ça peut être intéressant pour récupérer des informations. Et il y a même un outil, c'est FireEye qui fait ça, qui permet de chercher dans la base de registre des postes de travail des traces qui seraient laissées par certains outils, comme des mots de passe enregistrés ou ce genre de choses. Donc on lance ça sur tout le parc, et ça permet d'identifier quels sont les postes des admins. Donc ça peut être intéressant. Bon, le dernier outil est assez intéressant, c'est l'équivalent de Mimikatz, mais pour Linux. Ce qui est rigolo, c'est que c'est entièrement codé en bash. C'est pas vraiment l'équivalent de Mimikatz, dans le sens où ce que ça fait, ça récupère des mots de passe enregistrés, par exemple, dans des fichiers htaccess pour Apache. Je crois que l'exemple... En mémoire aussi, par exemple, pour les process de type VS-FTP. Et ensuite, ça calcule le hash pour le comparer avec celui qui est dans ETC Shadow. Mais en fait, contrairement à Windows, il n'y a pas de SSO, donc il n'y a pas moyen de récupérer les mots de passe utilisateurs en mémoire, en tout cas à ma connaissance. Exactement. Notamment Kerberos, oui. Après, le ticket Kerberos, il est dans un répertoire, je crois que c'est dans le thème, non? Oui, il est accessible à l'utilisateur. Ouais. En tout cas, là, le problème, c'est que, je trouve que l'appellation est un peu abusive, dans le sens où ça récupère des mots de passe applicatifs et ça teste si l'utilisateur a réutilisé un mot de passe système. Ça ne fait pas autant de choses. Mais ça ne permet pas de récupérer des mots de passe système directement, quoi. Après, c'est une approche qui est intéressante. Ensuite, quelques ressources. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il y a celui-là qui est intéressant, Kitif, qui est encore par c'est Armjoy. Oui, Armjoy. C'est Armjoy ce coup-ci. Oui, c'est lui, donc qui est un outil qui permet de voler le contenu qui passe. Le côté intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'être administrateur pour l'utiliser. Et il est tout en PowerShell, ce qui est encore très intéressant. Il y avait eu un outil qui avait été publié il y a 1 ou 2 ans, c'était... Lui aussi, il avait fait un truc déjà à base de Kifarce. Oui, Kifarce. Ouais, Kifarce. Et donc c'est à peu près l'équivalent, mais qui fonctionne à tous les coups, alors Kifarce ça ne marchait pas tout le temps. Si on est administrateur, par contre là on peut carrément récupérer le contenu du KeePass des autres utilisateurs. Ouais. Ça permet surtout de récupérer la master key. Dislocker, je l'ai mis juste parce que c'est un outil qui vient de chez Hervé, mais il n'écoute pas. Si, c'est un excellent outil qui est toujours maintenu. Qui permet de monter une partition chiffrée avec BitLocker sur un système Linux et maintenant macOS. Et donc il va migrer, donc pour des raisons de sécurité évidentes et donc de survie, il va migrer prochainement définitivement sur un Git public. Mais c'est valable pour tous les autres outils qui sont publiés sur le site. Tu es capable de monter un volume si tu connais la clé. Oui. Ah ouais, il fait pas du décryptage. Oh mince alors. Mais pour de l'inforensique, ça peut être intéressant. Pardon? Ouais. Ensuite, le premier, sur la partie défense, moi, je trouve ça intéressant. Je n'étais pas forcément au courant. Quand on utilise les dernières versions de PowerShell, notamment la version 5, il y a pas mal de nouveautés sécurité dans le login, dans les interfaces avec l'antivirus qui sont faites. Mais un attaquant a la possibilité, la plupart du temps, de forcer l'utilisation d'une ancienne version, notamment la V2 de PowerShell, qui ne bénéficie pas de toutes ces améliorations. Et du coup, c'est intéressant, d'un point de vue sécurité, de bloquer l'utilisation de PowerShell V2. Pour être sûr qu'on va avoir les options de journalisation qu'on a choisies et qui sont spécifiques à PowerShell V5. Ouais. On peut passer, rien de spécial. Bon, ça c'est juste donc le lanceur d'alerte qui avait volé et publié les documents de LuxLeak a pris de la prison avec sursis, mais il a quand même été condamné. Ça c'est juste parce que ça m'amuse. T411 qui est un site qui permet de télécharger plein de films, plein de logiciels, enfin un truc comme ça, en Juarez.
francophones pour échapper aux poursuites judiciaires et au blocage du nom de domaine. Tous les 6 mois, ils changent de nom de domaine. Et donc là, ils viennent, enfin, pas de nom de domaine, d'extension, et donc là, ils viennent de passer de .li à .ai. Ce qui fait que ça leur permet, comme la justice est très lente, ça leur permet d'échapper au blocage des noms de domaine. J'ai pas dit la police, j'ai dit j'ai dit l'application des gens que tu arrêtes. La condamnation des... Non mais il suffit de passer par un CERT, hein, tu les fais tous bloquer à toute vitesse. Bon, moi je leur ai dit de passer sur Tor, c'est quand même plus simple. Pour télécharger, c'est pas facile. Non, pas pour télécharger, en fait ça c'est le site web. Après tu télécharges en BitTorrent entre les utilisateurs, mais là c'est juste pour accéder au portail. Enfin j'y vais jamais, là, et puis c'est pas bien. Parce qu'on arriverait dans le dark web, voir le Mariana. Oui mais il faut un ordinateur quantique. Ah non, pas le Mariana. Le Marianas Web. Sinon donc ça on l'a rajouté ce midi, Macron contre la cryptographie. Donc lui pousse pour que tous les éditeurs de logiciels de communication chiffrés, type WhatsApp, Signal, etc., communiquent leurs clés de chiffrement pour donner accès au contenu. Enfin, sauf que c'est pas possible techniquement, puisqu'en fait les clés sont chez les utilisateurs, et donc les communications se font entre les utilisateurs. Donc en gros, arriver à ça, ça veut dire rajouter une backdoor dans les logiciels. Donc je sais pas ce que ça donnerait. Sachant que... La question à l'exposé précédent. Exactement. On a oublié de poser la question, alors on peut l'exposer précédent. Oui, c'est ça. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand il parlait de communiquer les clés de chiffrement, il a cité Twitter aussi, qui est très connu pour chiffrer et contrôler et restreindre l'accès au contenu. Donc, comme tout est public, je ne sais pas quelles clés de chiffrement ils sont censés donner, mais... La clé des serveurs. De la baie. La clé de la baie. Quand j'étais chez Cal Télécom, on avait une technique pour ouvrir les baies sans clé, où en fait tu tirais un petit peu sur Non, la mais baie. le problème, c'est que permettait de tout gagner ça du est temps. très sérieux, puisqu'il y a quand même un ancien du Conseil national du numérique dans cette équipe. C'est peut-être pour ça qu'il est ancien. Bon allez, international. Ah oui, donc piratage de Yahoo, souvenez-vous, 500 millions de comptes sortis puis 1 milliard. Un des criminels a été arrêté et il s'avère que il travaille avec les Russes, enfin c'est un Russe, résident québécois, canadien. Et ils auraient été 4, 2 hackers russes et 2 membres du FSB. Et donc, parce que je veux pas qu'on me voit, en fait j'avais trouvé leurs photos, là. Je m'étais amusé à récupérer leurs photos. Je sais pas si... Hop. Ils ont des bonnes têtes de Russes. Dit Vladimir. Hop, donc là on a les 2 gars du FSB. Et Une cravate. là on a... Et le mec qui s'est fait arrêter, je crois que c'est lui. Il y a plein de photos sur lui sur internet avec des nanas en soirée. Bon, je pense qu'en prison ça va se passer un peu différemment. Dans le FSB, on est d'accord, ce sont les services secrets russes. C'est les remplaçants du KGB, ouais. Enfin, c'est la suite du KGB. Ouais. Donc ils faisaient leur travail. Ah oui, tout à fait. Eux, ils iront pas en prison. Eux, ils sont tranquilles, ils sont en Russie, ils vont pas aller en prison. Par contre, ils sont sur la liste du FBI. Faut pas trop qu'ils voyagent dans des pays où il y a des traités d'extradition avec les États-Unis. Donc, ça a commencé par du spear phishing en visant des administrateurs qui avaient des outils particuliers qui permettaient de gérer des cookies de session pour des utilisateurs normaux de Yahoo, ce qui leur permettait d'accéder aux boîtes mail. Et ils visaient en particulier des boîtes mail de journalistes russes, bon, d'employés du gouvernement américain, ok, et puis surtout d'employés d'entreprises de cybersécurité russes, ça m'a surpris de voir ça. Et ils sont restés pendant plus de 2 ans dans le SI. Ils ont récolté petit à petit des comptes, des données, etc. Jusqu'à ce que ce soit révélé et détecté par Yahoo. C'est-à-dire que pendant plus de 2 ans, ils n'ont pas été détectés. Bon, ça je l'ai mis, c'est qu'apparemment la Chine développera des capacités cyber-offensives contre les militaires américains, les infrastructures militaires américains, mais comme le font les Américains et la plupart des pays contre tous les autres, un spécial... Vous avez pas vu la cyberarmée allemande qui serait 10 à 15 fois plus grosse que la nôtre? Vous avez pas fait... Enfin bon, c'est dans les annonces du même style qui datent depuis un mois. Non, ça va le rajouter. Alors ça aussi c'est intéressant, donc je sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2000, je sais plus maintenant, il y a quelques années, des pédophiles ont été arrêtés sur le réseau Tor par le FBI, et le FBI avait utilisé une technique, pour l'instant apparemment inconnue,
pour casser l'anonymisation de Tor. Et lors du jugement d'un des pédophiles qui était le principal administrateur du site, je ne sais plus comment il s'appelait, le forum, pardon, Penjoy ou je sais pas quoi, la partie défendante a demandé à ce que le FBI communique les techniques qui ont été utilisées pour casser l'anonymisation de Tor, parce qu'en fait aux États-Unis, la partie défenseur a le droit de demander tous les éléments du dossier, dont les éléments techniques. Et ce qui fait que le FBI, plutôt que de révéler ses techniques, a préféré abandonner les poursuites. Donc le gars qui était accusé est juste sorti libre. C'est beau. Si c'est Playpen, c'est... Ouais, c'est Playpen, c'est ça. Alors là c'est le jugement du principal administrateur. Ils ont chopé genre une centaine de personnes. Mais pour l'administrateur, en tout cas, Jay quelque chose, je sais pas si c'est lui. Ils ont chopé un peu partout dans le monde. Ils ont ensuite utilisé la coopération avec les serveurs. Ouais, quand ils ont gaulé le gars, ils ont continué à héberger le site pendant quelques semaines sur les serveurs du FBI afin de détecter tous les utilisateurs. Ils leur ont injecté, je pense que c'est sûrement le coup de la vulnérabilité sur Firefox, où ils ont injecté du code en JavaScript qui exploitait une vulnérabilité pour exécuter du code et récupérer l'adresse IP publique de la personne, la véritable adresse IP. C'est une requête sans passer par Tor, quoi. Ou c'était peut-être dans du Flash. Il y avait un truc qu'il faisait à un moment, le FBI, c'est envoyer une appelette Flash qui ne rentrait pas dans Tor, mais sortait directement sur Internet pour récupérer l'adresse IP publique de la personne. Bon, c'est un choix de la part du FBI, c'est un peu dommage, mais... Ça dépend s'ils les ont arrêtés tous sauf un, ça va quoi. T'as tous les autres qui sont dans tous les autres pays du monde. Ouais, mais c'est une affaire qui date d'il y a quelques années. Donc je pense qu'aujourd'hui, des vulnérabilités dans Firefox, il y en a quand même 2-3. Si c'est ça... Bon, et là, l'Europe veut que sa police, apparemment, accède aux données chiffrées. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais ça encore, ça sent la backdoor. Je pense que le bottin, ça marche mieux pour récupérer une clé, non? Ça n'existe plus le bottin. Ah oui, comment tu fais maintenant? C'est qu'une clé avec des Kindle. C'est Minitel, hein. Il reste des Minitel, avant de les avoir pris. Oui, ça c'était rigolo, un procès contre des vibromasseurs connectés. Donc suite à une présentation à la DEFCON qui montrait que les vibromasseurs en fait sortaient sur internet toutes les données des utilisateurs et utilisatrices. Donc des femmes se sont plaintes, ont attaqué en justice le constructeur et ont gagné, et je crois qu'il a versé 3 à 5 millions de dollars de compensation à ses clientes. Non, mais il y a mieux depuis, il y a celui avec une caméra au bout qui est diffusé sur internet, mais c'est une feature. Hein. Sachant que la semaine dernière, effectivement, c'était un nouveau constructeur avec la caméra en plus. C'est vraiment n'importe quoi. Donc les gens s'enregistrent nominativement. C'est ça, ouais. Non mais au-delà de l'aspect vibration, c'est intéressant de savoir que des consommateurs peuvent porter plainte et on peut espérer que ça change quelque chose. Après c'est aux États-Unis. Oui. Parce qu'en France ça marche pas. Non mais là il y avait une collecte de données personnelles avec température, délai, enfin taux de vibration, tout ça. Et les consommateurs n'étaient pas du tout ni informés de cette collecte de données, ni n'avaient donné leur consentement pour cette collecte de données. Donc si tu veux, c'était énorme. Non, mais on en reparlera dans les trolls, il y a un truc équivalent. Bon, et le deuxième point par contre c'est un peu plus embêtant, c'est qu'aux États-Unis apparemment maintenant les opérateurs vont pouvoir vendre l'historique de navigation de leurs utilisateurs. Alors le vote était serré, 50 contre 48 au Sénat. Heureusement HTTPS est quand même là, mais bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Sachant qu'il y a un crowdfunding en cours par des gens qui sont mécontents de cette mesure pour acheter l'historique des gens qui ont voté pour. C'est bon. Je sais pas si ce sera nominatif. J'espère que non. Je sais pas. Puis t'as quoi, les sites web ou carrément l'URL avec le login dans le get? C'est toutes les métadonnées qui remontent chez l'opérateur. Ah, donc t'as l'URL. Sur internet vous retrouverez l'argumentaire d'un député qui nous a un sénateur qui est contre et qui explique pourquoi il ne veut pas que tout le monde puisse savoir la taille de slip push qu'il achète. Ensuite, alors ça c'est chez nous, Orange. Allez, écoute pas. Orange s'associe à Huawei pour monter donc son club mondial. Alors, en fait, Orange va fournir réseau et data center, enfin en gros lien de peering, et Huawei va fournir tout ce qui est infra, c'est-à-dire serveur et aussi la couche OpenStack.
Le cloud souverain, c'est l'échec, donc maintenant c'est le cloud appellation. Voilà, c'est l'échec total du cloud souverain. Ah, j'ai vu un truc Mais excellent moi, je à la pense que DevOps. ça, c'est pas du tout le le cloud cloud souverain, c'est souverain. un autre cloud. C'est un Ouais, autre enfin, service. C'est le service à pas cher, sans doute. Oui, mais c'est triste de voir ça. Alors, tu vois, typiquement, là, j'ai repris un tweet de OVH, de Octave Clava, qui proposait à Orange de faire un partenariat pour du cloud. Et surtout, ce que j'ai trouvé, c'est dans le canard enchaîné, la DGSE qui est pas du tout et la DGSI qui est pas du tout contente de ça parce qu'elle a peur que les Chinois viennent voler plein d'informations à notre opérateur historique chéri. Une information du canard n'engage que ceux qui les lisent. Elle est jolie l'image, non? Enfin. T'avais un autre article qui disait, tu comprends, hein, t'avais un autre article qui disait que c'est un article chinois qui disait que les Chinois non plus n'étaient pas trop contents parce qu'ils avaient peur que Orange serve les espions français pour aller espionner en Chine. Est-ce qu'en réponse à cet article-là? Augmentation des bug bounty, donc chez Microsoft ça passe à 30 000 $ et chez Google à 31 337. Donc pour Elite, en anglais. Ouais. En lead. Enfin, un lead surtout. En lead. En anglais, ça s'écrit pas comme ça. Conférence passée, donc la Corinne, la FIC, la JSSI, Troopers en Allemagne Ouais. et Black Hat Asia avec pas mal de présentations intéressantes à la Black Hat. Je vous recommande de regarder les slides et certaines présentations, il y a des vidéos aussi qui ont été publiées. Prochainement, un meet-up de Universal, donc petite association qui fait des espèces de formations pas chères le soir sur différentes thématiques. C'est très intéressant, donc ce sera chez Vente Privée, dans le locaux de Vente Privée à la Plaine Saint-Denis. Sachant que c'est gratuit cette fois-ci. C'est gratuit, avec pizza et bière. Par contre, il n'y a pas un nombre de places infini. Ouais. Donc les premiers inscrits et un premier retenu. Il y a plusieurs thèmes, c'est marqué sur le site. Je crois qu'il y a une partie qui sera sur ce qu'avait présenté la personne sur le DPAPI à la JSSI. Ah oui, donc il y aura un petit workshop là-dessus. En tout cas, il y a trois sujets. C'est ouvert, tous ceux qui font du logiciel libre, ben, on en a vu aujourd'hui, mais tous ceux qui font du logiciel libre peuvent animer un atelier pour former à leur logiciel libre. Enfin voilà, il y avait eu une formation il y a quelques mois sur DFF. Oui. Feu DFF. Oui, mais ça n'existe pas trop. Ensuite, prochainement, la nuit du hack. À Euro Disney et la STIC cet été avec un changement de salle, donc une salle qui cette fois sera dans le centre de Rennes et de 600 places, donc 150 places de plus. Donc ce sera peut-être un peu moins la guerre pour obtenir des places. Je pense pas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le magazine Challenge, mais il y a eu un petit fascicule supplémentaire sur la cybersécurité avec la cybersécurité française et donc les représentants de la cybersécurité française. Alors ensuite, 1er avril, le magazine Frac a changé sa page web en mettant que ça avait été saisi par le FBI, donc bien sûr c'était une blague. Par contre, Poisson d'avril qui a un peu moyennement tourné, donc avec l'équipe de No Limit Sécu, un Poisson d'avril a été non, réalisé. celui-là il a vachement bien marché, il y a plein de gens qui ont cru. Mais c'est ça le problème, c'est que ça a même été repris dans la veille de l'ARCSI. C'est-à-dire qu'ils ont cru que la sécurité prédictive c'était sérieux. Crowdfundé par les criminels, avec du bitcoin, des calculs dans la Avec toutes les RFC du 1er avril depuis l'an 2000. Ouais, non mais c'était... Et ça a bien marché. Mais en tout cas, la prochaine boîte qui veut cartonner, dans son marketing, elle sort ça, la sécurité prédictive. C'était un des deux thèmes du FIC. Hein. Elle peut aller voir nos limites sécu, ils ont un bon consultant pour inventer tout et n'importe quoi. Alors ça c'est une véritable info, mais on dirait un titre de Poisson d'avril, une blockchain formellement vérifiable implémentée en OCaml. Ça aurait pu être cité dans l'épisode du 1er avril de 2008. Ensuite, Pawn to Own, donc la compétition dont on a parlé tout à l'heure. 51 bugs ont été trouvés, donc l'objectif c'était de compromettre un navigateur, si possible l'OS, et si possible de faire une évasion de la machine virtuelle pour exécuter du code sur l'hyperviseur. Donc il y avait tous les navigateurs, Edge, Chrome, je crois Firefox, et il y avait du Windows 10, je ne sais plus quel autre OS. Et c'est surtout les Chinois de Kyo 360 Security qui sont sortis vainqueurs,
Au total, il y a quand même 830 000 $ qui ont été distribués de primes. Une vulne, la plus chère, était à 100 000 $ quand même. Et donc leur exploit était quand même à partir de la simple visite d'une page web. Ils exécutaient du code dans le navigateur Edge, sortaient de la sandbox du navigateur, exécutaient une vulnérabilité dans le noyau Windows 10 et faisaient une élévation de privilèges. Et ensuite, exécutaient une vulnérabilité qui permettait de faire une évasion de la VM dans VMware. Tout ça à partir du navigateur en visitant une simple page web. Et donc là, en fait, en particulier sur VMware, tous les produits sont touchés. Donc on l'a cité au tout début en parlant de cette vulnérabilité. C'est toi qui l'as rajouté. Si vous en avez parfois un peu marre de vos collègues qui discutent avec vous, vous pouvez rajouter cette extension pour votre navigateur. Et du coup, vous cliquez, vous avez enregistré votre numéro de téléphone et du coup, ça le fait sonner. Comme ça, vous pouvez dire « Allô, excuse-moi, je dois y aller ». Enfin, je crois que ça peut servir. Bon, le deuxième sur une spéciale. Le troisième est intéressant. Aujourd'hui, le principal constructeur de tracteurs aux États-Unis, c'est John Deere. John Deere. Je ne connaissais pas, mais... et en fait, les tracteurs maintenant sont hyper limités, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus les bricoler, vous devez aller que dans des garagistes spécialisés, ça coûte les 2 bras pour les faire réparer. En fait, c'est soi-disant pour se protéger des modifications et des pertes de performance, mais le problème c'est que les Américains maintenant, les agriculteurs américains sont bloqués et sont obligés d'aller récupérer des outils développés par des hackers ukrainiens pour upgrader le firmware de leur tracteur pour pouvoir changer les pièces sans difficulté. Donc voilà, ça c'est le monde moderne. C'est les DRM, l'application pure des DRM au monde physique. Et donc on en parlait tout à l'heure, les objets connectés, là ce sont des préservatifs connectés, donc qui mesurent vos performances et permettent d'enregistrer. Techniquement, c'est pas des préservatifs. Le préservatif, c'est des coques. C'est des coques, oui. Ah, c'est des coques. Oui, ils appellent ça des préservatifs. Non, mais des coques. Prochain rendez-vous de l'OCIR. Donc la prochaine réunion, c'est le mardi 9 mai, et le prochain afterwork dans 2 semaines, mardi 25 mai. Mars, bien sûr. Avril. Mardi 25 avril. Prochain afterwork, mardi 25 avril. Oui, je crois. Ça sera où? Oui, je pense que toujours à la coloc, près de Bourse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des idées d'illustration, des informations qui manquent, n'hésitez pas. Les salles. Ah oui, si vous avez des salles, alors apparemment on pourrait avoir la Banque de France pour les prochaines sessions, peut-être jusqu'à juillet. Mais si vous avez la possibilité d'avoir des salles pour, on va dire, entre 30 et 50 personnes, donc pour des mardis après-midi, une fois par mois, même une fois de temps en temps, ça nous aiderait bien. Parce que là, on devait être chez CEIS à Montparnasse, mais ça a été annulé au dernier moment. Donc heureusement, l'EPITA a pu nous héberger. Et c'est vrai qu'on a pas mal de problèmes de salles en ce moment. Donc si vous avez des salles à disposition, n'hésitez pas. La police n'aurait pas des cellules un peu propres. Écran. Les flux déménagés, on verra. Ça arrive, ça arrive. Des questions? Bon, merci.